Et c'est Éric Coquerel, l'invité politique de votre matinale. Bonjour, merci d'être là, député de Seine-Saint-Denis. On va commencer tout de suite par ce feuilleton qui a commencé lundi dernier. Il s'agit du feuilleton Benalla, oui, non, au Tchad. Pour qui, l'Élysée ou pas, retour en sujet avec les derniers rebondissements de ce matin. Alexandre Benalla qui met en cause l'entourage du chef de l'État en disant « Je n'étais pas émissaire » et on ne voit pas pourquoi certains pourraient balancer au monde en toute impunité. Écoutez. Selon les informations du Monde, lors de son déplacement à N'Djamena, Alexandre Benalla était accompagné d'une demi-douzaine de personnes. Il se serait rendu sur place en avion privé et aurait notamment payé son séjour dans un luxueux hôtel en carte bancaire. Avant de quitter le Tchad le 4 décembre, l'ancien chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron aurait rencontré Oumar Déby, le frère du président tchadien. Il est à la tête de la direction générale de la réserve stratégique du pays. Le mis en cause dément ce matin. Alexandre Benalla parle de rumeurs diffamatoires et précise qu'il ne peut pas accepter de tels propos prononcés par certaines personnes de l'entourage du président de la République. Côté Élysée, on préfère se prémunir dans un communiqué. Quelles que soient les démarches qu'entreprend M. Benalla, il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République. S'il se présentait comme tel, il est dans le faux. L'Élysée va même plus loin et rappelle que seul le ministre des Affaires étrangères ou la cellule diplomatique peuvent recevoir un mandat du chef de l'État. Éric Coquerel, je vous vois acquiescé, sceptique. Qu'est-ce qui se lit sur votre visage? Je vous entendais parler de feuilleton, c'est plutôt une très mauvaise série, mais ça date depuis juillet. Écoutez, j'écoute, Benalla était le 1er mai à une manifestation, il nous explique en tant qu'observateur. On le voit avec une radio, taper des manifestants à la Contrescarpe, taper des manifestants au Jardin des Plantes, manifestement même suivis par des policiers qui manifestement n'osaient pas lui désobéir au mieux. Et là, cette fois-ci, on le retrouve avec un jet privé au Tchad où il rencontre des sommités. On nous dit qu'il dépense, il vient gérer des affaires pour 250 millions d'euros. Je me dis que M. Benalla, c'est une personne qui compte pas, mais qui est toujours là où il faut pas, quoi. Bon, moi, ce que c'est assez incompréhensible. J'espère qu'on aura un jour la vérité sur cette affaire. Il nie les faits. Bon, il a nié déjà d'autres faits qui sont avérés vrais. Donc, vous me permettrez de mettre en doute sa parole. Il nie les faits, pour être exact, et il met en cause le proche entourage, on le cite, du chef de l'État, comme étant des sources du Monde, notamment pour faire ce papier sur sa présence. Moi, ce que je constate, c'est une chose. Vous savez, lundi, il y a des gens qui sont passés en comparution directe des manifestants des Gilets jaunes, d'accord? Je connais notamment un jeune couple de 20 ans qui a pris 6 mois de prison avec sursis, 3 mois d'interdiction civique, familiale, etc. Et là, je vois quelqu'un qui est mis en examen, je ne sais plus à combien de mises en examen il a, plusieurs, et qui se retrouve au Tchad en train de négocier des affaires avec des sommités africaines. Je me dis que déjà, il y a 2 poids, 2 mesures. Comment ça se fait que ce personnage peut faire tout ça avec les accusations qui sont sur lui? Déjà, c'est une question que je pose. Et j'allais dire qu'un jour, j'aimerais bien connaître la vérité. Quand le chef de l'État dit que, bien évidemment, pour les affaires étrangères, il ne passe que par le Quai d'Orsay ou par les services officiels de l'Élysée, je me permettrais quand même de répondre que, pour sa sécurité, il est bien passé par des gens comme M. Benalla, qui n'est ni policier ni quoi que ce soit. Ça, c'est les faits prouvés, ce que je vous dis là. Ça s'est révélé à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Il avait une responsabilité de sécurité. Donc, tous les doutes sont permis. Voilà, sur cette affaire. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas les faits, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes les interrogations sont permises. Attendez, pour être très clair et Coquerel, est-ce que vous pensez que cette suspicion qu'Alexandre Benalla ait pu être un émissaire officiel ou officieux, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Est-ce que vous y croyez? Si M. Benalla n'avait pas été dans les services de sécurité de l'Élysée, d'accord, participant à des réunions stratégiques sur la sécurité du chef de l'État, intervenant en dehors du chef de l'État, je pense notamment à l'épisode connu de l'avion des Bleus qui atterrit, intervenant quasiment en donnant des ordres à des policiers alors qu'il n'en a ni les fonctions, il n'a aucun lien avec le ministère de l'Intérieur. Si tout ça n'avait pas existé, j'aurais pas de doute. Mais tout ça ayant existé, je pense qu'il va falloir aller plus loin. Moi, je ne porte aucune accusation. C'est quoi aller plus loin pour vous? Il va falloir continuer à enquêter. S'il était au Tchad, qu'est-ce qu'il faisait au Tchad? Excusez-moi, mais vous êtes quelqu'un qui a plein de mises en examen. Vous allez gérer des voyages d'affaires au Tchad pour 250 millions d'euros avec une carte bleue, une demi-douzaine de personnes dans un jet privé. Chacun comprendra que c'est quand même très étonnant. Donc, et manifestement, en plus, moi, ce qui m'étonne chez M. Benalla, c'est la façon dont il répond à l'Élysée. Vous avez remarqué, c'est-à-dire que c'est toujours de manière très offensive. C'est un personnage vraiment obscur. Il y a toujours eu des personnages obscurs dans les relations entre la France et l'Afrique, malheureusement. Là, c'en est un.
je ne vais pas plus loin, parce que je n'ai pas de fait, encore une fois, c'est d'après le journal Le Monde, etc. Donc il faut que l'enquête se poursuive. Mais disons que vous allez demander, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enquête judiciaire sur le dossier. En tant que parlementaire, vous allez demander des éclaircissements sur ce dossier. Alors, vous savez, ce qu'on nous aurions aimé, c'est que la commission d'enquête parlementaire puisse se poursuivre si elle n'avait pas été arrêtée brutalement par les responsables d'En Marche, qui est notamment la présidente de la commission d'enquête. Bon, on n'a pas pu malheureusement poursuivre, contrairement au Sénat qui peut le faire. Mais c'est vrai, vous avez une bonne idée. C'est une bonne idée. Il faudrait qu'on demande la réouverture. On va voir ça à la rentrée. Tiens. Après, je vous la laisse. Éric Coquerel, on va parler de violence. Vous avez parlé de comparution d'un couple qui a été condamné. Est-ce qu'aujourd'hui, les dérives racistes, antisémites, que l'on a pu voir en marge des Gilets jaunes, quand un fonctionnaire de police en est contraint, quoi qu'il se soit passé, de sortir son arme de service, au-delà de tout ça, est-ce qu'à votre avis, justement, ça pose un problème sur ce mouvement aujourd'hui? Mais vous savez, on peut tout faire avec les images. Je vous donne un exemple, d'accord? On peut faire en sorte que, par exemple, sur la manifestation des Gilets jaunes qui s'est déroulée à Montmartre, samedi matin, où j'ai plein de témoins, des gens que je connais, qui étaient notamment des gens qui sont proches de France Insoumise. On peut faire en sorte, par exemple, de montrer des dizaines, des centaines de manifestants en train de chanter le chant des partisans, le vrai chant des partisans, et en train de chanter le chant de la commune. Ou alors, on peut mettre en boucle d'images d'Isolibrius, que je condamne absolument. Voilà, non, mais c'est en cela. Donc, ce que je vous... Oui, mais attendez, ils ont existé. Ça a quand même son importance. On sait très bien depuis le début que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est hétéroclite, qui est un mouvement populaire et qui, à l'intérieur de ce mouvement, parfois, c'est une phrase de Ruffin, mais je suis assez d'accord avec lui, parfois il y a le pire, mais il y a surtout le meilleur. Le pire, c'est évidemment ceux qui, justement, l'utilisent pour diviser le peuple, pour faire du racisme, de l'antisémitisme, voire pire. D'accord? Et vous admettez qu'il y a une radicalisation du mouvement, ces images-là? Non, ça, je pense que ça, c'est une utilisation de ces images-là. Je pense que, je vais vous dire une chose, je pense que des groupuscules d'extrême droite qui ont été dans les Gilets jaunes, depuis le début, il y en a quelques-uns qui ont d'extrême gauche aussi. Attendez, laissez-moi. Non, parce que je vous fais remarquer tout au début, rappelez-vous, quand on a parlé du mouvement des Gilets jaunes, d'accord, la ligne de défense des gens qui étaient contre ce mouvement, ça a été de dire, en réalité, c'est l'extrême droite qui est derrière, etc. Je me souviens très bien. Bon, ça s'est avéré faux, d'accord, ce mouvement est beaucoup plus large. Sur les premières manifestations, vous êtes d'accord avec nous qu'il y avait l'ensemble de ces mouvements au cours de la journée? C'était quelques groupuscules, ça ne représentait pas, et d'ailleurs, le préfet de police l'a remarqué dans l'analyse des événements qui ont lieu, ça ne représentait pas du tout, j'allais dire, la très large majorité de ce mouvement, d'accord, qui n'est pas lié à ces groupuscules, et dont d'ailleurs les thèmes, que ce soit sur l'injustice fiscale, sur les privilèges, sur la question de la démocratie, ne sont pas les thèmes de l'extrême droite. Donc, mettons ça de côté. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fait, j'allais dire, pour déprécier ce mouvement. Et ce week-end, on a eu vraiment une avalanche là-dessus. Parlons des images dont vous me parlez. Je condamne, évidemment, je ne suis pas d'accord. Je pense que la violence n'est jamais la solution, même si vous remarquerez avec moi que des insurrections du niveau du mouvement des Gilets jaunes, je prends par exemple mai 68, il y a toujours eu quelques débordements violents et vous apercevrez qu'aujourd'hui... Vous comparez le mouvement des Gilets jaunes à mai 68? En termes d'ampleur historique, oui, bien sûr. En termes d'ampleur historique. Mais mai 68, aujourd'hui, ça n'empêche pas tout le monde d'essayer de le récupérer, y compris même en célébrant les images, presque en les folklorisant un peu des violences d'affrontement. Pourtant, c'était assez violent entre la police et les manifestants. Donc aujourd'hui, quelque part, on utilise ça pour faire en sorte de déprécier ce mouvement. Ce mouvement... On pensait samedi dernier qu'il était terminé. C'était ça l'idée. Le chef de l'État avait donné des mesures, tout ça s'arrêtait, il fallait que l'ordre reprenne son chemin, etc., etc. Ça ne s'est pas passé. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été sur les ronds-points, y compris hier Noël, etc. Ce mouvement continue. Donc je trouve qu'à un moment donné, excusez-moi, mais je parlerai là de propagande de la part du gouvernement. Je pense que l'utilisation de certaines images, que je condamne, évidemment, la quenelle, vous imaginez bien que c'est à rebourur de toutes les valeurs. Les propos antisémites également. On utilise l'effigie d'Emmanuel Macron décapité, ça vous a choqué ou pas? Oui, mais moi, vous savez, je suis pas quelqu'un de violent. Donc tout ça me choque. Mais on utilise à un moment donné des images très violentes. Prenons les policiers. Moi, je suis pour aller jusqu'au bout. Les 3 policiers et les 3 motards. Pourquoi les 3 policiers et motards? Parce que maintenant, on a toutes les images. Pourquoi se retrouvent-ils à un moment donné, alors qu'ils ne font pas partie des forces, j'allais dire, organisées de CRS ou de gendarmes en train d'organiser la sécurité? Pourquoi se retrouvent-ils sur le côté de la manifestation en train de lancer des grenades par rapport à des gens qui marchent? Bon, la réaction vient de là. Alors, ça va être long à vous dire, mais parce qu'en fin de compte, en matière de maintien de l'ordre, ils sont partis en appui de CRS qui sont en train de monter. Il me semble c'est que très ça serait compliqué. intéressant de savoir parce que on le sait, ça a été dit sur le fait. Mais après,
j'ai envie de vous dire, Mais de peu manière importe, globale. arriver à ce qu'un fonctionnaire de police, pour se défendre par Bien peur sûr. ou parce que ça se fait, sorte son arme de Bien service, Bien sûr. heureusement par sang-froid, ne s'en serve pas et le tire, Non, mais c'est quand ça, même, je vous ça dis, pose question. Mais bien sûr, mais je vous dis simplement que nous sommes dans un événement historique dans lequel, effectivement, il y a quelques débordements violents, d'accord ? Il y a des blessés parmi les policiers, et je réprouve absolument ces blessés, mais il y a aussi beaucoup, des centaines. Il y a une analyse du Monde qui est sortie, dans le Monde qui est sortie il y a quelques jours qui montre que, même justement, comparativement à mai 68, sur une durée moins longue, le nombre de blessés dans ce mouvement, y compris de blessés graves, est extrêmement important. Donc, quelque part, nous sommes là devant un événement historique. La violence n'est jamais la solution, mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on l'analyse. Vous n'êtes pas d'accord avec Yannick Jadot, qui dit que justement, vous avez des problèmes cette violence et que l'on méconnaisse aussi, laissez-moi aller jusqu'au bout, que l'on méconnaisse aussi le fait qu'on utilise une répression de plus en plus forte, et ce n'est pas les policiers, en l'occurrence que j'accuse, c'est les ordres politiques qu'ils font pour intimider tous les mouvements sociaux. Ça a été vrai sur la SNCF, ça a été vrai sur le mouvement du travail, et c'est vrai maintenant avec les Gilets jaunes. On va essayer de crever l'abcès, en tout cas, de certaines attaques dont vous faites partie. Je le disais, Yannick Jadot qui dénonce les ambiguïtés des membres de la France Insoumise. Exemple, François Ruffin à l'Assemblée nationale qui cite Étienne Chouard. C'est une bêtise, fallait pas le faire, c'est une erreur, faut le condamner. Non, moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Je pense que c'était une maladresse de François. François pense qu'il l'a écrit. Une maladresse. Oui, Chouard, parce c'est un proche quand même de Soral. Justement. On est sur des thèses révisionnistes, ça pose Justement, problème. donc moi, d'abord, je ne dirais pas que Étienne Chouard est à l'origine de tout ce qui se passe au niveau du référendum d'initiation citoyenne, ne serait-ce que parce que nous l'avions dans notre programme. Bon, et donc, à partir de là, je serais plus que prudent. François estime que Chouard a changé. J'ai vu un interview de Chouard dans la Provence récemment, il le dit. Bon, je pense que ça doit, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faudrait un peu plus de preuves et de démonstrations, donc je ne citerai pas Chouard, mais quand je vous dis c'est maladresse, c'est que moi, je ne pense en aucune manière François Ruffin est quelqu'un qui céderait l'antisémitisme proche de Soral ou autre chose. Il le condamne, il l'a condamné à longueur d'article dans Fakir. Donc ne lui faisons pas le procès de ce qu'il ne dit pas. Et c'est pour ça que je vous parle de maladresse, parce que je pense qu'il ne fallait pas citer Chouard à ce moment-là. Même dans votre propre parti, en l'occurrence Clémentine Autain, la députée France Insoumise, qui parle dans un tweet de, je cite, des dérives rouge-brun. Est-ce que ça c'est un risque, cette dérive? Voilà, on voit le tweet, mais sans doute suis-je trop sensible aux dérives rouge-brun. En l'occurrence, elle réagissait aux propos de François Ruffin. Est-ce que ça c'est un risque de dérive du mouvement des Gilets jaunes, une dérive rouge-brune? Non, je pense pas. Non, elle parlait pas du mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs. Je pense pas qu'il y ait un risque de dérive rouge-brune. Moi, ce que je constate dans le mouvement des Gilets jaunes, si on regarde le début et maintenant, c'est que, encore une fois, toutes les revendications, ce qu'ils portent, a des valeurs, entre guillemets, je mets entre guillemets pour qu'on se comprenne bien, plus progressistes que ce qu'on pouvait penser au départ. Donc c'est d'ailleurs pour ça que nous soutenons et nous continuons à appeler à la mobilisation de ce mouvement et de tout ce qui peut s'engouffrer derrière. Il y a une remise en question de l'ordre libéral, une remise en question, j'allais dire, d'une république qui est vraiment de moins en moins démocratique. Et donc pour nous c'est positif, ça n'a aucun rapport avec le rouge-brun. Après que là-dedans, mais excusez-moi, quand vous regardez les élections françaises, c'est un peu normal que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y ait des gens avec lesquels je suis évidemment en désaccord. Notamment, pardon, je vous laisse finir, hein, notamment un porte-parole ou porte-parole autoproclamé qui, sur Facebook, comme vous avez dit, autoproclamé, appelle à la guerre civile, on appelle à l'armée. Un peu de responsabilité, non? Oui, d'accord. Bah voilà, vous l'avez fait, vous venez de le faire. Mais moi, je ne suis pas élu de la République. Non, mais bien sûr. Enfin, écoutez, comment voulez-vous que je sois d'accord avec des appels soit à des choses extrêmement violentes, soit racistes? Je n'ai pas dit que vous êtes d'accord ou pas. Je dis que vous êtes élu de la République, que vous avez une responsabilité. Bien sûr, donc, quelque part, vous savez très bien que sur Facebook, si vous condamnez, ça a de l'importance. Mais bien sûr, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne sais pas lequel dont vous parlez, parce que je ne passe pas ma vie, heureusement, parce que sinon on en deviendrait fou sur les réseaux sociaux, tellement il y a des choses violentes, y compris de la part de certains réseaux macronistes. Je le dis en passant. Hein, si vous regardez un peu tout ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, il faudrait un de ces quatre regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que la liberté d'expression, oui, mais jusqu'à plutôt depuis la crise des Gilets jaunes, un déversoir. Non, ça l'était bien avant. Croyez-moi, c'est que vous ne regardiez pas avant, ça l'était bien avant. Donc là-dessus, bien évidemment, dans les Gilets jaunes, il y a de tout. Voilà. Il y a des minorités agissantes qui véhiculent des idées qui sont à rebours des miennes et des nôtres. Donc celles-là, je les condamne, mais ce n'est pas. Et encore une fois, je trouve que c'est, j'allais dire, presque méprisant vis-à-vis des Gilets jaunes et, j'allais dire, presque aussi une manière d'essayer de faire en sorte que tout ça rentre dans le rang. Ce n'est en aucun cas, j'allais dire, quelque chose qui représente le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement d'insurrection citoyenne, de contestation sociale et dont j'espère qu'il va se poursuivre. Ce que je voulais juste dire, et je vais laisser la parole à Benjamin, c'est Éric Coquerel, c'est que si les politiques ont la responsabilité à un moment de dire quand ça ne va pas,
ça va pas. Ça permet peut-être parfois de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Benjamin. Éric Coquerel, autre sujet, dans les derniers sondages pour les européennes, la France insoumise est en légère baisse, sondage Odoxa, 11,5%, alors que le Rassemblement national est en tête, quelles que soient les hypothèses, avec ou sans liste des Gilets jaunes. Question simple, comment est-ce que vous expliquez que vous ne capitalisiez pas sur le rejet d'Emmanuel Macron et sur cette crise sociale? Pas ça si mal, parce que plusieurs mois avant les européennes, on est plus haut qu'on était au moment des présidentielles, ça s'est terminé à 19. Donc on verra bien la suite. Oui, mais ça plafonne et vous êtes beaucoup plus bas. Comment est-ce que vous expliquez que vous ne... Je vous réponds en détail, puisque vous me parlez d'un sondage, d'accord? Odoxa, c'est un sondage qui a été basé sur un laps de temps de 3 mois, d'accord? Donc avant l'affaire des perquisitions. On sait très bien que l'affaire des perquisitions, vu le choc des images qui a été provoqué, c'est quelque chose qui nous a coûté. Donc à mon avis... Ça veut dire que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon vous a coûté? Je ne parle pas de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, je vous parle de l'espèce de manipulation qui a consisté à envoyer plus de policiers que pour arrêter le tueur de Strasbourg pour une organisation démocratique sur quelque chose qui était uniquement lié à des soupçons par rapport à des emplois à Bruxelles et autres. Il y avait une démesure par rapport à ça. Ça vous a coûté. Mais qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous a coûté, on le sait. Et donc, je ne pense pas qu'en réalité, comme c'était 3 mois avant les perquisitions, je ne pense pas qu'il y ait eu baisse depuis les perquisitions. Moi, de tout ce que je sens sur le terrain, tout ce qui remonte des codes de popularité aussi, qui compte, où Jean-Luc Mélenchon remonte, par exemple, je pense plutôt que nous sommes à nouveau dans une dynamique qui va progresser. On le verra par la suite. Et je vous dis, assez pour combler l'écart. Assez haut. Par rapport à des élections, on a terminé à 19 et on est la 3e force. Donc on verra bien la suite. Éric Coquerel, vous dites j'espère que le mouvement des Gilets jaunes va se poursuivre. Vous n'êtes pas sensible à cette frange des Français qui dit laissez-nous travailler, à ces commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de dire il faut que le mouvement se poursuive? Regardez vos chiffres. Moins 0,2. Moins 0,2, c'est la croissance. Regardez vos analyses économiques tout à l'heure. Vous savez, l'INSEE a sorti il y a peu de temps des tableaux. Bon. Alors, si on veut imputer aux Gilets jaunes les mauvais résultats économiques de ce pays, là, ça sera fort de café. Parce que, en termes de pouvoir d'achat, en termes de consommation populaire, en termes de chômage, d'accord, tout va de mal en pis depuis début 2018. Donc, je l'imputerai plus à la politique de M. Macron qu'à l'action des Gilets jaunes. Oui, il y a quand même 40 000 emplois qui n'ont pas pu être pourvus à cause de cette crise. Bien sûr. Le chômage a réaugmenté dans ce pays, le pouvoir d'achat. Le seul pouvoir d'achat qui augmente, c'est les 1% des Français les plus riches que M. Macron a avantagés avec la suppression de l'ISF ou la flat tax. C'est ça la réalité. Donc, la réalité, ce sont aussi les économistes sur il y aura des répercussions. Non, mais ça serait paradoxal. Ça serait paradoxal de dire que des gens qui réagissent parce qu'ils n'arrivent plus à finir leur fin de mois seraient les responsables du fait qu'en France, on n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Tout ça, je pense que c'est le gouvernement dit 0,1, l'INSEE dit 0,2. Ça n'est pas comment dire, ce n'est qu'une partie infinitésimale du fait que la croissance est moins forte cette année, du fait de cette politique. Et donc, pour vous répondre, pourquoi je souhaite que ça continue et pourquoi je souhaite que derrière les Gilets jaunes s'engouffrent d'autres mouvements. Par exemple, les fonctionnaires qui n'ont pas d'augmentation du point d'indice à nouveau. Par exemple, les salariés qui sont victimes de plus en plus de plans de licenciement et autres. Par exemple, des professions, des chômeurs, par exemple, qui dans ce pays sont plutôt toujours plus maltraités. Eh bien, parce que je pense que la politique de M. Macron n'est pas une bonne politique pour le pays. Et manifestement, au moins les Gilets jaunes ont réussi déjà une partie. C'est qu'ils avaient des premières revendications, ils ont gagné. Donc, ils ont eu raison de se mobiliser. Éric Coquerel, dernière question. Vous dites que les Gilets jaunes doivent s'engouffrer. Attention, ils s'engouffrent en politique, notamment aux européennes. Vous n'avez pas peur ? Non, on verra bien. Oui, j'ai vu. J'ai vu que le gouvernement souhaitait avidement qu'il y ait une liste Gilets jaunes à votre avis, devinez pourquoi. C'est donc la faute du gouvernement. Merci beaucoup. Je pense que ce mouvement a plus intérêt à continuer à se fédérer et à continuer à ouvrir la voie, c'est-à-dire une contestation sociale forte de la politique de ce gouvernement et même démocratique. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir été notre invité politique. À tout à l'heure.